Benny Siegel, plus connu sous le nom de Bugsy, était grand, beau et charismatique. Un séducteur et un homme à femme. Mais c'était aussi un gangster et un meurtrier qui avait beaucoup d'ennemis. Un soir de juin 1947, il est allé chez sa maîtresse à Los Angeles avec un ami. Son amante était absente et les deux hommes faisaient comme chez eux. Comme pour la plupart des crimes mafieux, le meurtre de Bugsy Siegel n'a jamais été résolu. Mais le nom qui a toujours été associé à son assassinat est le nom qu'il aurait le moins soupçonné. Celui de son meilleur ami, Meyer Lansky. Meyer Lansky fut l'une des figures les plus énigmatiques de la mafia. Meyer était un dur à cuire, mais pas vraiment violent. Pour certains, il fut le cerveau juif de la mafia qui tirait les ficelles dans l'ombre. C'était un génie financier du crime organisé. C'était aussi un meurtrier. Il faisait partie de la mafia new-yorkaise. Il était très puissant et réussissait tout ce qu'il faisait. Mais pour d'autres, il ne fut rien de plus qu'un manager intermédiaire pour la mafia. Une sinistre réputation engendrée par le battage médiatique et l'hystérie collective. Des preuves solides ont révélé qu'il n'était pas le cerveau que tout le monde pensait qu'il était, ou que lui-même pensait être. Cerveau de la mafia ou victime de sa propre légende. Nous allons tenter de percer l'énigme de Meyer Lansky. Meyer Lansky arrive aux États-Unis en 1911 à l'âge de 8 ans. Lui et sa famille sont des immigrés juifs qui ont fui les violents pogroms antisémites de leur Russie natale. Ce qu'il avait vu quand il était enfant l'avait énormément marqué. Je pense que Meyer était déterminé à combattre l'antisémitisme et à ne pas se rendre, comme l'avaient fait les Juifs en Russie ou en Pologne, ou même comme l'avait fait son père. Pour Meyer, être juif signifiait avant tout ne pas tolérer cette discrimination et se défendre. Sa famille s'installe dans le Lower East Side de Manhattan, ghetto juif de New York. Il a grandi dans un quartier très difficile de New York. Quelle que soit votre taille, il fallait savoir vous défendre. Il fallait pouvoir recevoir des coups et en donner. Et il était petit. Mesurant seulement 1,62 m, Meyer apprend à se servir de ses poings. Et il a rapidement des démêlés avec la justice. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance d'un autre voyou juif, Bugsy Siegel. La rencontre a lieu alors que Siegel est impliqué dans une bagarre de rue. Siegel était très charismatique. Et il s'est retrouvé impliqué dans une bagarre. Il avait un revolver et il était tellement emporté par la colère et la rage de la bagarre qu'il a pointé le revolver et qu'il était prêt à tirer. Les sirènes de police retentissaient dans toutes les directions. Meyer l'a retenu et l'a éloigné pour le sauver, et c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus amis. C'était ça la nature de leur relation. Lansky est le cerveau, Siegel est la force. Ensemble, les deux hommes forment le gang juif Bugs and Meyer. On croit souvent que la mafia était réservée aux Italiens. Mais au début du siècle, les organisations juives étaient très puissantes. Les membres du gang tiennent tête aux voyous italiens et irlandais qui viennent dans leur quartier pour passer des juifs à tabac.
Il s'implique également dans des activités plus lucratives. Il était impliqué dans ce qu'on pourrait appeler de petites activités criminelles. Vol de voitures, prêts usuraires, jeux d'argent. L'année de fortune de Lansky et Siegel arrive en 1920 avec l'introduction de la prohibition, l'interdiction de vendre de l'alcool. Une mesure qui entraîne le développement d'un commerce illégal lucratif pour les mafieux de toutes origines. C'est la prohibition qui a transformé tous ces petits délinquants en hommes d'affaires. Parce qu'ils ont dû apprendre à produire, à importer, à distribuer, à vendre, à diriger de vraies organisations. Le gang Bugs and Meyer se fait rapidement une place sur la scène des gangs new-yorkais. Et c'est à cette époque que Lansky fait la seconde alliance décisive de sa vie, avec le mafioso italien Charles Lucky Luciano, un homme dont Lansky avait gagné le respect quand il était adolescent, alors que Luciano essayait de le racketter. Luciano a essayé de lui extorquer de l'argent. Et Meyer lui a répondu de façon on ne peut plus claire et dans un langage fleuri qu'il pouvait aller se faire voir. Tu crois que parce que je suis juif, je vais allonger le fric comme ça? Tu rêves, mon pote. Cela marque le début de l'une des amitiés les plus importantes dans l'histoire du crime organisé et d'une alliance judéo-sicilienne révolutionnaire. Luciano n'aimait pas l'époque des anciens parrains siciliens. Le fait de devoir rester seulement avec les siens. La plupart des nouveaux mafiosi italiens n'en avaient pas grand-chose à faire de l'héritage culturel pour monter un gang. Ils se fichaient de la Sicile. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se faire de l'argent. Et les types comme Meyer, qui étaient juifs, voulaient la même chose. Aux côtés de Lansky, Luciano se ferait un chemin par les armes jusqu'au sommet de la pègre new-yorkaise. En 1931, il ne reste plus qu'un seul homme entre Luciano et le pouvoir total. Salvatore Maranzano, un parrain sicilien de l'ancienne école. Luciano demande son aide à Lansky. Le cliché qui circulait souvent, c'est que les Juifs géraient l'argent et que les Italiens étaient les gros bras. C'est faux. Ce qui est intéressant, c'est que quand Luciano a pris le contrôle de la mafia italienne, ce sont les muscles juifs qui ont joué un grand rôle. L'idée, c'était que si on employait des tireurs juifs, les criminels italiens ne seraient pas aussi méfiants, parce que les juifs ne ressembleraient pas à des tueurs à gages italiens. Sur les ordres de Luciano, Lansky crée un gang d'assassins juifs chargé de se rendre dans les bureaux de Maranzano à Park Avenue, en se faisant passer pour des inspecteurs du fisc. L'un des hommes s'appelait Red Levine. C'était un juif orthodoxe qui était connu pour ne pas tuer le jour de Shabbat. Mais Maranzano était tellement sectaire qu'il pensait que si des espèces de gratte-papier juifs du fisc venaient dans son bureau, ils ne pouvaient pas lui faire de mal. Et pourtant, ils l'ont tué. Une fois Maranzano éliminé, Luciano devient le roi de New York et commence à mettre en place la structure de la mafia moderne. Meyer Lansky est désormais le bras droit du gangster le plus puissant des États-Unis. Mais il sait que son pouvoir aura toujours des limites. Lansky ne pouvait pas être chef pour une seule raison. Il n'était pas d'origine italienne ou sicilienne. Il était juif et il connaissait sa place.
Il était très respecté parce que Luciano l'écoutait. Il pouvait parler à Luciano. Et c'était un excellent entrepreneur pour les projets criminels. Mais ça n'a jamais été un personnage influent ou qui a eu une quelconque autorité. À partir de ce moment, Lansky devient le superviseur des différents projets criminels. Bien que puissant, il doit systématiquement rendre des comptes au chef sicilien. Plus tard, il se marie et fait 3 enfants. Son fils aîné, Buddy, est atteint de paralysie cérébrale. Mais à part ça, il mène une vie agréable. Il quitte son ancien immeuble du Lower East Side et emménage dans un appartement du très luxueux Majestic Building surplombant Central Park dans le quartier de l'Upper West Side. Avec l'abolition de la prohibition en 1933, il se lance dans un nouveau business qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie. Meyer Lansky était brillant en mathématiques. Et il s'intéressait beaucoup au jeu, parce qu'il avait un don pour ça. Lansky était doué avec les chiffres. Et dans le jeu, il faut être rapide avec les chiffres, connaître les probabilités. Il savait que pour le craps, la proportion pour la table était de 4,5. Et si c'était le blackjack, c'était 5,2. Les jeux d'argent sont illégaux, mais largement tolérés. Et Lansky dirige rapidement plusieurs casinos, à New York, en Floride et dans de nombreux autres États. Paradoxalement, ces casinos lui rapportent de l'argent honnêtement. Les tables n'étaient pas truquées parce qu'il savait exactement comment faire des profits sans tricher. Pas besoin d'être malhonnête pour gagner. Il faut avoir de la quantité. Tant que vous continuez à parier, vous perdez. À la fin des années 30, les casinos de Lansky ont fait de lui un homme riche. Mais pour le petit immigré juif du Lower East Side, la richesse ne suffit pas. Toute sa vie, Lansky a voulu être respecté. Et toute sa vie, il a eu le sentiment de ne pas être un criminel, d'être un citoyen comme tout le monde. Il est évident que le peuple américain a besoin d'une marine marchande adéquate. Comment est-ce que Joe Kennedy s'est enrichi? Comment la famille Kennedy a-t-elle fait fortune? Joe Kennedy faisait du trafic d'alcool et il a pu blanchir son argent pour financer la campagne présidentielle de son fils. Meyer Lansky se comparait littéralement à Joe Kennedy et ne se sentait pas plus immoral que cet homme. Il avait un côté snob. C'était quelqu'un qui avait étudié l'histoire, qui prenait des cours particuliers pendant que ses amis allaient courtiser des filles. Lansky inscrit son deuxième fils, Paul, à la prestigieuse académie militaire de West Point. Il prenait beaucoup de notes. S'il entendait ou voyait un mot qui l'interpellait, il le notait dans un carnet. Je me souviens qu'il avait écrit par exemple « Vérifier la prononciation de Thucydide ». L'attaque de Pearl Harbor en 1941 et l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale donnent à Lansky une opportunité extraordinaire et inattendue de prouver son patriotisme et de gagner le respect qu'il a tant désiré. En février 1942, le Normandie, un navire transporteur de troupes, prend feu et sombre dans le port de New York. La mort d'une reine. Le luxueux paquebot de 60 millions de dollars a définitivement chaviré. La Navy soupçonne un sabotage. De nombreux hommes qui travaillent dans les docks sont italiens et les États-Unis sont désormais en guerre contre cette nation. Quand la Navy tente d'enquêter,
elle trouve sur le front de mer un monde fermé, impénétrable. Les dockers ne sont pas du genre à être sympas avec les hommes qui portent un uniforme du gouvernement et qui leur disent « Balancez-nous des noms ». Donc Roosevelt est désemparé face à ça. Pearl Harbor vient juste de se produire, la Navy lui explique « Monsieur le Président, on n'a aucun contrôle sur les docks ». Roosevelt répond « Comment ça, on n'a aucun contrôle sur les docks? On est le gouvernement américain ». Eh bien, Monsieur le Président, vous avez été gouverneur de New York. Vous vous rappelez qui contrôlait les docks? À cette époque, les docks de New York sont contrôlés par la mafia. Le FBI et les services de renseignement se sont rendus compte que la seule façon de découvrir ce qui se passait sur le front de mer de New York, c'était de trouver un accord avec ce qu'on appelait la pègre, notamment Lucky Luciano. Mais le problème, c'est que Luciano était en prison. Luciano a été emprisonné en 1936 pour proxénétisme. Il a écopé d'une peine de 30 à 50 ans. La Navy a donc besoin d'un intermédiaire. Elle se tourne alors vers Meyer Lansky, un juif qui s'est déjà affirmé comme anti-nazi. Dans les années 1930, la communauté juive de New York a été menacée par la montée du Bund germano-américain pro-nazi. Les leaders juifs se sont alors tournés vers Lansky, l'un des rares membres de leur communauté à avoir le courage d'affronter les nazis. Les Bund se sont retrouvés assiégés par les hommes de Meyer. Meyer et Ben Siegel allaient à certains de leurs rassemblements et les tabassaient. Ils les frappaient sur la tête avec des battes et terrorisaient vraiment les membres du Bund. Quand la Navy le contacte en 1942 pour le problème des docks, Lansky accepte immédiatement de les aider. Il s'arrange pour que Luciano soit transféré dans une prison plus confortable, plus proche de New York, et agit comme un médiateur entre la Navy et la mafia sicilienne. C'est une histoire incroyable. Lansky leur a dit « Est-ce que Luciano peut être transféré ?» Et il y a eu une enquête officielle là-dessus après la guerre. On a retrouvé les documents où il était écrit « Transférez Luciano. Monsieur Meyer Lansky va venir lui rendre visite. Ne demandez pas son passeport à Monsieur Lansky, ne relevez pas ses empreintes. » Ils ont conclu un marché grâce auquel Luciano a pu aller voir ses hommes en prison, chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Il leur a effectivement donné l'ordre de coopérer avec la Navy, mais il avait aussi le droit de continuer ses affaires. C'est un marché incroyable, mais il produit des résultats quasi immédiats. En juin 1942, 8 espions nazis sont arrêtés suite à une dénonciation des pêcheurs contrôlés par la mafia. Un événement dont se targuera plus tard le FBI dans ce film publicitaire, bien que l'aide de la mafia n'y soit pas mentionnée. L'année suivante, la mafia a une opportunité encore plus spectaculaire de participer à l'effort de guerre. L'invasion de la Sicile, terre d'origine de la mafia. Meyer Lansky et Lucky Luciano ont fait venir des contacts siciliens à New York pour assister les services de renseignement de la marine. Ils les ont aidés à dessiner les plans, à déterminer les marées, à savoir quels étaient les endroits stratégiques pour une invasion, où se trouvaient les plages et où étaient les bastions nazis. Lorsque les troupes américaines débarquent en Sicile, l'aide de la mafia s'avère précieuse. Mais la Navy sait qu'elle joue à un jeu dangereux. La seule chose pire que de rater l'opération Underworld, comme ils l'appelaient, c'était les conséquences d'une réussite, parce qu'ils seraient désormais associés de la mafia.
La Sicile est conquise en seulement 6 semaines. Mais ce n'est pas une histoire que le gouvernement américain veut rendre publique. La collaboration de la mafia pendant la guerre est passée sous silence. Charles Luciano est libéré de prison mais immédiatement expulsé en Italie. Quant à Lansky, il comprend qu'aux yeux du gouvernement, il restera toujours un voyou. Son patriotisme ne lui a pas apporté le respect qu'il attendait. Et s'il veut vraiment laisser la rue derrière lui, il doit se débarrasser d'un autre boulet à son pied, Bugsy Siegel. Siegel continue à tuer des gens, même après que Meyer avait pris ses distances avec le gang Bugs and Meyer. Bugsy Siegel était cinglé. Il était complètement fou. Et je n'avais jamais vu aucun document disant que Lansky avait tué quelqu'un lui-même. Par contre, Siegel y prenait du plaisir. Je ne sais pas combien de personnes il a tuées, mais il y en a beaucoup. Peut-être 5, peut-être 20. Siegel avait déménagé en Californie, où son physique de star de cinéma l'avait aidé à faire son entrée sur les plateaux d'Hollywood. Mais son rêve se trouve ailleurs, à quelques heures de voiture, dans une ville en plein désert appelée Las Vegas. Il y avait quelques salles de jeux délabrées dans cette ville du désert qui s'appelait Las Vegas. Et Siegel a réalisé que ces lieux poussiéreux et décrépits avaient le potentiel pour devenir quelque chose de plus important. Le grand avantage de Las Vegas est que la ville se trouve dans le Nevada, le seul État où les jeux d'argent sont autorisés. Siegel se lance dans la construction du premier hôtel-casino luxueux de Las Vegas, le Flamingo, en empruntant de l'argent à Lansky et à d'autres mafieux de la côte Est. Mais le projet rencontre rapidement des difficultés. Il ne respectait jamais les budgets. Il croyait que tout était illimité. Il commençait avec $1 million et il disait « Finalement, il me faut 3 millions. » Et puis, en fait, c'est plus 3, c'est 6. La situation se complique par l'influence de la compagne de Siegel, ancienne danseuse séduisante et messagère de la mafia, Virginia Hill. Non. Sa forte personnalité se vérifiera plus tard devant une commission sénatoriale sur le crime organisé. Je n'ai jamais reçu d'argent de la part de ces hommes. Aucun d'eux. Aucun d'eux. Aucun de ceux dont vous m'avez parlé, ni de ceux que je connaissais. Les alliés mafieux de Siegel soupçonnent Virginia Hill de leur voler leur argent. Mais Bugsy Siegel n'est pas le genre d'homme à écouter les critiques le concernant lui ou sa compagne. C'était un homme très arrogant. Il leur disait d'aller se faire voir. Et il a laissé Lansky gérer le problème avec les types de la côte Est. Meyer a supplié Ben Siegel de régler les problèmes du Flamingo, de commencer à respecter un peu plus les investisseurs, d'arrêter de faire la fête à Hollywood. Mais vous n'allez pas dire à un homme de 41 ans qu'il n'aura pas de bonbons s'il n'est pas sage. Les hommes de Siegel finissent par perdre patience. Seulement quelques heures après la mort de Siegel, l'hôtel Flamingo reçoit un couple de visiteurs. 2 hommes, Mo Sidway et Gus Greenbaum, sont entrés au Flamingo et ont dit « C'est nous les patrons maintenant ». Quelqu'un a répondu « C'est l'hôtel de Ben Siegel ». Et ils ont dit « Ben est mort ». Mo Sidway et Gus Greenbaum sont tous les deux des associés de Meyer Lansky. Il est inconcevable que Lansky n'ait pas été au courant du sort qui attendait son vieil ami.
40 ans plus tard, après la mort de Lansky, la deuxième épouse de Lansky, Teddy, sera interrogée à propos du meurtre. Je crois qu'il avait de la peine pour la famille. Et ils étaient amis quand ils étaient plus jeunes. D'après certains rapports, il serait impliqué dans le meurtre. Je ne crois pas. Parfois, les circonstances vous font croire certaines choses. Mais il n'aurait jamais pu être impliqué directement dans une affaire comme celle-là. Directement? Oui. Lansky n'a peut-être pas commandité le meurtre de Siegel, mais il en a tiré profit. Il désirait être respecté, et pourtant, c'est cette vie-là qu'il a choisie. Il y avait une sorte d'hypocrisie, si je puis dire. Dans toutes mes recherches sur Lansky, je n'ai jamais découvert qu'il était personnellement responsable, qu'il avait personnellement donné l'ordre de tuer quelqu'un. Mais il se faisait de l'argent et il travaillait dans un environnement où le meurtre était la sanction ultime et où ceux qui ne respectaient pas le code payaient de leur vie. L'image de Lansky comme dangereux gangster est sur le point de devenir de notoriété publique. En 1950, le Congrès des États-Unis organise la commission Kefauver, la toute première enquête sur le crime organisé. Vous avez certainement en tête des choses bien que vous avez faites en tant que citoyen américain, et si oui, quelles sont-elles? J'ai payé mes impôts. La commission se concentre essentiellement sur la cible facile des jeux d'argent. Il en résulte que Lansky devient une figure centrale du crime organisé et cela le rend furieux. Pendant une pause à l'audience, Mayer a dit à Kefauver, « Sénateur, je ne sais pas ce que vous avez contre le jeu. Vous jouez bien, vous. » Et Kefauver a répondu, « C'est vrai, j'aime bien jouer, mais je ne veux pas que les gens comme vous tiennent les rênes. Les gens comme vous. » Et l'une des choses que Mayer a écrites dans ses notes personnelles, c'est « Le jeu deviendra le plus gros business des États-Unis une fois qu'ils se seront débarrassés des gens comme nous, les Italiens et les Juifs. » En effet, le sénateur Kefauver parie aux courses hippiques, ce qui est parfaitement légal. Mais pour Lansky, c'est un autre exemple de l'hypocrisie de la classe dominante. L'élite a toujours considéré le jeu comme quelque chose de mal, écrit Lansky. Il n'y a que quand il l'utilise par plaisir ou pour faire des profits personnels qu'il le considère comme légitime et pas comme immoral. Une fois encore, Lansky se sent victime d'antisémitisme. Il faut dire qu'en étant un financier juif au second plan qui travaillait avec des mafieux italiens, il jouait sur plusieurs stéréotypes. C'était tellement accablant pour la réputation de Mayer Lansky qu'il ne s'en est jamais remis. À la suite de la commission Kefauver, des mesures sévères sont prises contre les casinos illégaux, comme ceux que Lansky possède à New York, en Floride et dans d'autres États. Ceci est un avertissement pour tous les racketteurs et gangsters. Les gens de leur espèce ne seront pas tolérés à San Francisco. Le rêve de Lansky d'être respecté semble plus éloigné que jamais. Mais alors qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Dans les années 50, Cuba est le Las Vegas balnéaire. La Havane était encore mieux que Las Vegas. Déjà, c'était plus près de New York, plus près de la Floride. Ils pouvaient faire venir leurs hommes par avion rapidement et en grand nombre faire venir les artistes. C'était une ville ouverte avec toutes sortes de vices. Des filles, de la pornographie, des combats de coqs, tout ce qu'aimaient les hommes. La Havane était ce qu'il y avait de mieux.
En 1953, Lansky est invité à Cuba par le dictateur cubain Fulgencio Batista pour l'aider à gérer les casinos du pays. Lansky et ses amis étaient les bienvenus parce qu'ils mettraient en place des jeux légaux. Et pour Lansky, c'était fantastique de venir dans un pays où ils n'étaient pas dénoncés hypocritement et où leurs compétences étaient reconnues. Lansky contribue à transformer la Havane en terrain de jeu des États-Unis, où l'élite peut profiter de tous les vices qui lui sont interdits dans son pays moralisateur. Parmi ceux qui s'y rendent se trouve notamment le futur président John Kennedy. Mayer avait fait la connaissance de John Kennedy à la Havane? Oui. Qu'est-ce qu'il y cherchait? Le jeu, les femmes? La deuxième proposition. Beaucoup de gens allaient à Cuba pour ça. Oh oui, il leur disait où aller. Lansky se lance ensuite dans son projet le plus ambitieux, la construction de l'hôtel casino Riviera sur le front de mer de la Havane. On sait, grâce à l'hôtel Riviera, qu'au milieu des années 50, il valait 17-18 millions de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Il s'est lancé à corps perdu dans les briques, le mortier, les climatiseurs, le carrelage en or, etc. C'était un magnifique hôtel pour les années 50. C'était le premier à avoir la clim. Le casino se trouvait dans une somptueuse salle ovale avec de la mosaïque partout. Et il y avait le côté glamour des films à la Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Il a investi énormément d'argent là-dedans. C'est le plus gros investissement que Lansky ait jamais fait. Je pense que Mayer misait tout sur la Havane pour faire fortune. C'était son moment Kennedy. Tout était légal là-bas. Mais Lansky a misé sur le mauvais cheval. Au moment où l'hôtel Riviera ouvre en 1958, les rebelles gauchistes de Fidel Castro se rapprochent de la capitale. Le 1er janvier 1959, Batista fuit le pays. Au début, la foule célébrait la victoire en défilant et en applaudissant calmement dans la ville. Mais les esprits se sont échauffés et une foule en colère s'est emparée des rues. Ses cibles principales, les symboles du régime renversé, les casinos, les parcs-maîtres et les maisons et entreprises des amis de Batista. Les casinos sont pillés, puis saisis par le nouveau gouvernement. Quand Castro est arrivé au pouvoir, Lansky a perdu son argent. Pepsi Cola a perdu son argent. United Tobacco a perdu son argent. General Motors a perdu son argent. Toutes les grandes firmes américaines ont perdu l'argent qu'elles avaient. Donc, au final, le parieur le plus intelligent du monde a fait un mauvais pari. Lansky emménage définitivement à Miami. Il a presque 60 ans et sa santé se dégrade. Mais son retour aux États-Unis coïncide avec une nouvelle offensive contre le crime organisé. Le procureur général Robert Kennedy dresse un sinistre portrait de la montée de l'anarchie avec la mafia. Il l'a décrit comme le gouvernement du jeu organisé, du trafic de stupéfiants, de l'extorsion, du racket et de la corruption de syndicats. Avec Robert Kennedy au département de la justice, la pègre est dans le collimateur du gouvernement. Lansky est toujours considéré comme le cerveau de la mafia et se retrouve en permanence sous surveillance. Mayer était surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par la police locale et par le FBI. Je les connaissais tous, c'était mes copains. Si je les voyais au champ de course, je leur disais « Je vais vous dénoncer au FBI ».
Vous n'êtes pas censé jouer. Une fois, ils ont demandé à sa femme « Est-ce que votre mari a des gardes du corps ?» Elle a dit oui, le FBI. Ils étaient toujours là. Des micros sont placés dans sa maison et dans les hôtels où il séjourne, mais ils ne donnent aucun résultat. Il passe beaucoup de temps à se prélasser chez lui, décrit ce rapport daté du 7 juillet 1962. Il passe le plus clair de son temps à jouer au rami avec des amis, à regarder la télé et à lire. Tous les systèmes d'écoute que le FBI avait mis en place dans les années 60 leur apportaient des renseignements intéressants. Sauf pour Lansky. Pour Lansky, ça n'a rien donné du tout. Le système d'écoute enregistre tout de même une conversation qui entrera plus tard dans la légende de la mafia. Elle se déroule le 27 mai 1962. Pendant que le sujet et sa femme regardaient la télévision, indique le rapport du FBI, l'invité de l'émission a dit que la mafia était la deuxième plus grande organisation après le gouvernement. Lansky a dit à sa femme que la mafia était plus grande que US Steel. Les mots exacts de Lansky ne sont pas écrits et la bande est réutilisée, mais le rapport sera plus tard divulgué à la presse. Quand le film Le Parrain 2 est tourné en 1974, Hyman Roth, le personnage inspiré par Lansky, plisse les yeux et murmure « Michael, nous sommes plus grands que US Steel ». En fait, le rapport montre qu'il n'a pas dit exactement « Nous sommes plus grands que US Steel ». Et comme ça n'a pas été enregistré, on ne sait pas sur quel ton il l'a dit. C'était peut-être une remarque acerbe ou sarcastique du genre « C'est plus grand que US Steel ». On ne peut pas savoir. Lui-même disait toujours « Quand est-ce que je suis censé avoir dit ça ?» Mais ça lui a collé à la peau pour le reste de sa vie comme une sorte de réplique culte. Et ensuite, ça a même été immortalisé au cinéma. En mars 1970, la police réussit enfin à arrêter Lansky à l'aéroport de Miami pour détention de stupéfiants. J'ai toujours pensé que l'histoire de la drogue en 1970 était une farce. Parce que les charges retenues contre lui étaient qu'il quittait le pays pour aller en vacances au Mexique avec sur lui des médicaments sans ordonnance. Les soi-disant stupéfiants sont en réalité des médicaments pour les maux d'estomac. C'était des foutaises. L'affaire est rejetée, mais Lansky en a assez. Pendant 40 ans, il a cherché à être respecté et accepté en tant que citoyen américain. Il décide à son tour de tourner le dos à son pays adoptif. En juillet 1970, il déménage en Israël et fait une demande de naturalisation. Toute sa vie, il s'est senti fier d'être juif. Il était fier de la création de l'État d'Israël. Cet État était l'illustration de la force de caractère et du courage qu'il avait pu observer dans sa jeunesse à Grodno. Israël incarnait tout cela. Lansky vit dans un hôtel de luxe, l'Arcadia, au nord de Tel Aviv. On ne peut pas dire qu'il cherche à attirer l'attention des médias. Lansky est poursuivi par les médias américains. Mais il accorde une rare interview à la télévision israélienne et se présente comme victime de persécution. Monsieur Lansky, si les accusations portées contre vous sont fausses, pourquoi ne retournez-vous pas aux États-Unis pour demander à ce que justice soit faite? Bien que je croie en la justice américaine, je pense que j'aurai beaucoup de mal à obtenir un procès juste. Êtes-vous un juif croyant? Non, je ne suis pas un juif croyant. Mais je suis un juif. Dans mon cœur. Il se disait certainement « On est tous une famille ».
Ils vont me laisser rentrer. Il y a la loi du retour. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce serait un sujet politique brûlant. Les Américains continuent de poursuivre Lansky et font pression pour qu'il rentre aux États-Unis. L'affaire est soumise au Premier ministre d'Israël, Golda Meir. Elle n'avait jamais entendu parler de Meyer Lansky. Et quelqu'un lui a dit « Il veut être citoyen israélien ». Elle a dit « D'accord, je n'y vois aucune objection ». Et un autre de ses conseillers a dit « Apparemment, il fait partie de la mafia ». Meyer a répondu « Quoi, la mafia ? Pas de mafia ». La demande de naturalisation de Lansky est refusée et il est expulsé d'Israël. La femme de Lansky, Teddy, revient folle de rage aux États-Unis. Laissez-moi tranquille ou je vous tue! Lansky est immédiatement arrêté. Le gouvernement a finalement réussi à monter un dossier contre lui. Un dossier qui repose sur le témoignage d'un petit gangster devenu informateur pour la police, surnommé Fat Vinny. Fat Vinny s'appelait Vincent Teresa. C'était un voyou du Massachusetts. C'était un voleur et un racketteur. Et il a été témoin fédéral pour 38 procès concernant la mafia. Fat Vinny affirme qu'en 1968, il a effectué 2 livraisons d'argent liquide à Meyer Lansky, correspondant aux revenus du Colony Club Casino de Londres. C'est la grosse révélation que le gouvernement attendait. Le type a accepté d'avouer qu'il avait remis de l'argent à Lansky. 150 000 $. C'est beaucoup plus que ce qu'il déclarait aux impôts. Comme Al Capone 40 ans plus tôt, Lansky est inculpé pour fraude fiscale. Mais le jour du jugement, il est relaxé. Vous êtes satisfait de la manière dont votre avocat vous a défendu? Désolé, mais pas de commentaire. Vous ne pouvez pas me reprocher de vous le demander. Je ne vous le reproche pas. Pendant le procès, l'assistant du procureur trouve un homme très différent de ce qu'il imaginait. C'était un gentleman, pas un mafieux. Il était évident qu'il avait beaucoup lu. Il s'exprimait très bien. Il était avenant. Si vous ne le connaissiez pas, vous pouviez le prendre pour le cadre d'une grosse entreprise. Les poursuites judiciaires sont menées par un jeune procureur du département de la justice, Robert Campbell. On savait que s'il allait à la barre, on pouvait vraiment le faire tomber, parce que j'avais une montagne d'éléments sur lesquels je pouvais l'interroger. Donc j'étais plus que prêt pour qu'il aille à la barre. Mais il n'y est jamais allé. Il a fait venir sa femme à la place. Teddy Lansky montre des reçus d'hôtel pour prouver que son mari était à Boston au moment où Fat Vinny prétend lui avoir remis de l'argent à Miami. Ça ne tenait qu'à un fil. Parce qu'une fois que votre témoin a menti sur une chose, vous êtes fichu. On n'avait quasiment rien. On aurait mieux fait de laisser Lansky en Israël. Lansky est acquitté. Le petit homme est libre. Pour certains, c'est une preuve de plus de son incroyable génie. Mais d'autres commencent à croire qu'il est aussi riche et puissant que l'affirment le gouvernement et la presse. Il vivait très modestement. On ne l'a jamais vu dépenser de grosses sommes d'argent. Il avait des costumes, mais un costume, ça ne coûte pas si cher que ça. Il avait un train de vie modeste. Au bout du compte, Lansky était-il le cerveau de la mafia
ou comme il l'affirmait lui-même, un investisseur à la retraite qui vivait d'une modeste pension. La vérité éclate seulement en 1983. Lansky meurt dans son lit des suites d'un cancer. Ses proches se rassemblent pour la lecture du testament. Ils espèrent eux aussi qu'il va révéler une fortune cachée. Mais ils seront déçus. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. On s'est rendu compte que la réalité était très différente de ce qu'on avait imaginé. Parce qu'à ma connaissance, personne dans cette famille n'a beaucoup d'argent. Et ce n'est pas parce qu'il le garde secret et qu'il le cache intelligemment. Je n'y crois pas. J'ai passé beaucoup de temps avec son fils handicapé, Buddy, qui après la mort de son père vivait des aides de l'État. C'est quelque chose que Mayer avait toujours voulu éviter, mais il n'a pas pu laisser assez d'argent pour que son fils adoré puisse vivre. Je pense que ça défierait les règles du comportement humain de refuser un tel confort. Et pour prouver quoi? Meyer Lansky n'a jamais été le parrain tout-puissant que certains avaient imaginé. Il a perdu la majeure partie de sa fortune à La Havane en 1959. Sous surveillance permanente par le gouvernement, il s'est effectivement retrouvé à la retraite à partir de 1960 et il a dépensé quasiment tout ce qui lui restait dans ses diverses batailles juridiques. Comment vous décririez-vous? Comme un être humain. Il se voyait comme la victime d'un gouvernement hypocrite et même antisémite, mais Meyer Lansky n'a jamais été le génie que le public américain imaginait. Il brillait seulement en comparaison avec les autres gangsters. La plupart des mafieux ne sont pas instruits. Donc, on ne part pas d'un niveau très élevé. Alors quand un type doué avec les chiffres comme Lansky arrive, il se démarque forcément. Il était doué par rapport aux gens qui l'entouraient. Mais ce n'était certainement pas un Bill Gates ou un Warren Buffett. Des preuves solides ont révélé que Meyer Lansky, l'homme d'affaires, n'était pas le cerveau que tout le monde pensait qu'il était, ou que lui-même pensait être. Mais le public américain n'est pas prêt à abandonner le mythe. La grande ironie, c'est que la preuve que vous êtes un génie, c'est que personne ne peut trouver aucune preuve. Ils cherchaient tous l'argent et les pions de ce vaste jeu. Et ils ne trouvaient rien. Alors ils se disaient, bon sang, ce type est doué. On croit beaucoup, surtout aux États-Unis, à ce pouvoir mystique de la mafia. Et donc, quand Meyer Lansky promenait son chien, les gens disaient « Ah, il promène son chien. Il fait son stratagème secret de la promenade du chien. » Non, il promenait juste son chien.